Une série de crimes atroces qui ont terrorisé l'Italie 20 années durant. Les gens étaient effrayés, terrifiés. Sur 2 décennies, 7 couples sans défense ont été assassinés par un tueur particulièrement pervers. Un démon battait la campagne florentine. Il tuait les amoureux, puis découpait les organes génitaux de la jeune femme. Je me suis souvent réveillé en sursaut avec, dans la tête, les images de ces corps mutilés. Les enquêteurs étaient incapables de mettre la main sur l'assassin. On avait un vrai sentiment d'impuissance. Voici l'histoire de meurtres si sauvages qui ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un monstre. Florence, l'une des villes les plus romantiques au monde. Nous sommes dans les années 1980. L'Italie reste un pays profondément marqué par la religion, où les relations sexuelles avant le mariage sont très mal perçues. Un jeune couple se retrouve à la campagne, loin des regards de leur famille. Mais cet isolement qu'ils recherchent va se révéler fatal. Le 6 juin 1981 au matin, un policier hors service fait la terrible découverte. Les 2 jeunes amants sont morts. Giovanni Marello, médecin légiste, est chargé de leur autopsie. Les corps présentaient tous 2 de nombreuses plaies. Des plaies par arme à feu et par arme blanche. Mario Spezzi est l'un des premiers journalistes à arriver sur la scène de crime. J'ai aperçu l'homme dans la voiture. On aurait dit qu'il dormait. Sa tête était posée sur le côté. Les seuls éléments qui indiquaient que quelque chose s'était passé étaient la pâleur de son visage, le verre brisé et une petite marque noire sur son front. L'ancien inspecteur principal, Ruggero Perugini, sait que même le plus petit des indices peut mener au tueur. Tous les indices d'une scène de crime sont importants. Ce qui manque, ce qui est là, le contexte, les détails sont essentiels. Les enquêteurs établissent une chronologie des événements. Carmela Dinuccio, 21 ans, et son petit ami Giovanni Foggi, 30 ans, ont passé la soirée en boîte de nuit avant de s'isoler dans la campagne à la recherche d'un peu d'intimité. Guarda, guarda! Après avoir exécuté le couple, le tueur a mutilé le corps de la femme de manière particulièrement abominable. La violence des meurtres nous a laissés perplexes, surtout en ce qui concerne la femme. On lui avait découpé la région pubienne. Elle avait une terrible blessure au niveau du ventre. C'était d'ailleurs bien pire qu'une blessure. C'est comme si on lui avait retiré le bas du ventre. Les carabiniers, la gendarmerie italienne, ont du mal à trouver un mobile pour le crime. Mais cette attaque, dans un endroit particulièrement isolé, leur rappelle une affaire irrésolue datant de 7 ans. En 1974, il y avait eu un crime très similaire au nord de Florence. 2 jeunes gens qui faisaient l'amour dans une voiture avaient été tués. Pasquale Gentilcore et Stefania Pettini
ont été retrouvés sauvagement assassinés dans la campagne, aux portes de Florence. Autre similitude, le crime semblait, ici aussi, sans mobile, et la femme était mutilée. Après la mort de la fille, le tueur a continué de la poignarder, essentiellement autour des organes génitaux. Un pied de vigne avait également été inséré dans son vagin. Alors que les habitants de Florence s'interrogent sur le lien entre les deux crimes, l'enquête avance à grands pas. Enzo Spalletti, un habitant de la région connu pour espionner des couples, est arrêté et inculpé des meurtres. La population est soulagée. Il avait une réputation de voyeur. On pensait qu'il avait été surpris par le couple et avait réagi en les tuant. En apparence, ce n'était qu'une histoire tragique. Mais alors que les carabiniers maintiennent Enzo Spalletti en détention, pensant tenir le tueur, tout est remis en question. Un jeune couple passe la soirée en amoureux. Après une séance de cinéma, ils partent pour la campagne, aux portes de Florence. Mais ils ne sont pas seuls. Guarda, guarda! Le crime ressemble étrangement au précédent. Les deux amants ont été abattus. Puis la femme a été extraite de la voiture pour être mutilée. Les victimes sont Stefano Baldi, 26 ans, et sa fiancée Susanna Cambi, 24 ans. Ils devaient se marier quelques mois plus tard. Il était impossible de ne pas remarquer la beauté de la fille, de son visage, et en même temps, ces mutilations atroces, pires que celles des victimes précédentes. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont arrêté la mauvaise personne. Enzo Spalletti est libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. C'est un gigantesque pas en arrière. Cependant, les carabiniers trouvent de précieux indices sur la scène de crime. Ce sont des douilles, identiques à celles trouvées après les crimes précédents. Des analyses balistiques sont réalisées, menant à une découverte cruciale. Francesco Donato est le directeur du laboratoire de la police scientifique de Toscane. Toutes les douilles trouvées sur la scène du crime étaient de calibre 22. Il s'agit du même calibre que celui utilisé pour les autres meurtres. Le même type d'arme a été utilisé pour les 3 crimes. C'est après ce 3e massacre qu'ils ont conclu qu'on était en présence d'un tueur en série. La police comprend que la violence des crimes et les mutilations sont le fait d'un seul et même individu. Il voulait que l'on sache qu'il était le seul responsable, qu'il n'y avait personne d'autre. Un dément battait la campagne. Les gens ont été pris de panique. La population ne se pose plus qu'une seule question. Quand le monstre frappera-t-il de nouveau? 3 couples ont été sauvagement assassinés dans la calme campagne florentine. 7 années se sont écoulées depuis la première attaque, en 1974. Les carabiniers n'ont absolument aucune idée de l'identité du tueur responsable de cette série de meurtres. Le journaliste Mario Spezzi, qui suit l'affaire depuis le début, trouve un nom à l'assassin. J'ai utilisé l'expression « monstre de Florence » pour créer un parallèle avec d'autres criminels historiques, comme le vampire de Düsseldorf ou l'étrangleur de Boston. Les crimes du monstre présentent tous une terrible similitude. La zone des organes génitaux de la femme est découpée et enlevée. Même les journalistes hésitent à faire état de ce terrible rituel. La population de Florence vit dans la peur. Il y a un tueur parmi les siens.
Des femmes dénonçaient leurs maris, leurs ex-maris, des mères dénonçaient leurs fils, des fils dénonçaient leurs pères. L'enquête des carabiniers est dans l'impasse. Elle souffre de la perte d'indices vitaux sur les scènes de crime. Les meurtres avaient été commis dans la campagne. Ils étaient souvent découverts par des personnes ne faisant pas partie des forces de l'ordre. Les habitants des environs venaient déposer des fleurs en souvenir des victimes du monstre. Ne restez pas là. Laissez-moi juste un instant. Personne ne peut rester ici. Personne ne portait de protection aux pieds, ni même de gants ou de combinaisons. À l'époque, on ne protégeait pas les scènes de crime comme on le fait aujourd'hui. Dans les années 1980, l'expertise médico-légale n'en est qu'à ses balbutiements. Les enquêteurs réussissent tout de même à établir le mode opératoire du tueur. Il approchait lentement du véhicule et puis d'un coup, il éclairait l'intérieur de la voiture avec sa lampe torche. Cela avait le même effet que des phares sur des lapins traversant une route. Le monstre profitait de l'effet de surprise pour tirer. L'une des caractéristiques de ces crimes, c'est qu'il tuait l'homme en premier, puis emmenait le corps de la femme loin de son fiancé, comme une manière d'affirmer son emprise sur sa victime féminine. Compte tenu de la manière dont il découpait ses victimes, on a émis l'hypothèse qu'il était expert dans le maniement du couteau. Un chirurgien, un gynécologue peut-être. Une personne qui utilise une lame dans sa profession. Mais on n'avait aucune idée de ce qui le motivait à tuer et à mutiler ainsi les organes génitaux de ses victimes féminines. S'ils veulent avancer, les enquêteurs ont besoin de comprendre le mode de fonctionnement du monstre. Mais le temps joue contre eux, et le tueur est en liberté et risque de frapper de nouveau. Le 19 juin 1982, sur une route de campagne à la sortie de Florence, des automobilistes signalent ce qu'ils pensent être un accident. Lorenzo Allegranti, ambulancier, est appelé sur les lieux. On est arrivé 4 ou 5 minutes après l'appel. Une fois sur place, on a tout de suite vu que ce n'était pas un accident. Dans la voiture, ils trouvent un couple d'amoureux, Paolo Menardi et Antonella Migliorini, les nouvelles victimes du monstre. J'ai d'abord vu Antonella. J'ai vite compris qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle. Elle était déjà morte. L'autre victime était étendue sur la banquette arrière. Il est vivant! Paolo Menardi, 22 ans, a survécu à l'agression. On a fait très vite. On voulait lui sauver la vie pour qu'il nous aide à trouver le monstre de Florence. Cette fois, les victimes ont vu leur agresseur approcher. L'homme a redémarré la voiture et a essayé de fuir en marche arrière. Mais il a bloqué ses roues dans le fossé.
L'assassin a conservé tout son sang-froid. Il a tiré sur les phares, puis sur l'homme. Pour le tueur, rien ne se passe comme prévu. Il était proche du village. Il a certainement eu peur d'être attrapé. Il n'a pas pris le temps de mutiler la femme. Il a fui. Dans la précipitation, le monstre n'a pas remarqué que Paolo était encore vivant. C'est sa toute première erreur. Le jeune homme est dans un état critique. Les enquêteurs espèrent qu'il survive et les aident à résoudre l'affaire. Il est mort au petit matin, vers 4h, 4h15. C'est vraiment dommage. Si on l'avait sauvé, tout aurait pu être différent. Le jeune homme est mort sans avoir rien pu dévoiler sur son assaillant. Mais les carabiniers voient tout de même une occasion de piéger le monstre et de le pousser à se découvrir. Le lendemain, la procureure nous a convoqués. Elle nous a dit « J'ai un service à vous demander. Pouvez-vous publier une fausse information? Dire que la victime a eu le temps de parler. Avec un peu de chance, l'assassin lira l'histoire et il commettra une erreur. » Nous sommes quelques jours après les obsèques de la jeune victime. Lorenzo Allegranti, l'ambulancier qui a porté secours à Paolo, est en plein sommeil. Allô? Allô? Menardi, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-ce? Qui est-ce? Il a répondu, le monstre de Florence. Il m'a dit de faire très attention, que s'il le voulait, il pourrait faire un massacre. L'idée de faire croire que sa victime avait parlé fonctionne. Le monstre réagit. Lorenzo Allegranti est placé sous protection policière. Il y a eu beaucoup d'autres appels. Régulièrement, le monstre me harcelait. Faites très attention, Allegranti. Sinon, t'es mort. Une fois, je me souviens, il a même menacé ma famille. Mais les appels ne peuvent être pistés. Les enquêteurs manquent de temps. Ils s'attendent à ce que le monstre frappe de nouveau, lorsqu'un événement inattendu donne enfin une direction à l'enquête. Il s'agit d'une lettre anonyme. Ils ont reçu une lettre anonyme où il était écrit « Pourquoi n'examinez-vous pas les meurtres de 1968 ?» 14 ans plus tôt, dans un lieu isolé aux portes de Florence, un couple a été abattu dans une voiture. Les enquêteurs fouillent les archives. Ils découvrent que l'affaire présente d'étranges similitudes avec les crimes du monstre. Le couple a été abattu avec un calibre 22. 8 douilles ont été retrouvées sur la scène de crime. La police les a toujours en sa possession. Les experts analysent les douilles. Pour savoir si des douilles proviennent d'une même arme, il faut les comparer au microscope. Voici un élargissement de la marque du percuteur. On peut y observer les caractéristiques qui identifient l'arme.
Les marques microscopiques laissées sur les douilles par une arme sont uniques. Les résultats sont stupéfiants. Toutes les balles avaient été tirées avec le même pistolet. Ces meurtres, espacés de plus de 20 ans, ont été commis avec une seule et même arme. Les victimes de 1968 sont une femme mariée, Barbara Locci, et son amant, Antonio Lo Bianco. Les enquêteurs découvrent que leur assassin était le mari jaloux de Barbara et qu'il purge toujours une peine de prison à vie. Le lien entre les affaires est l'arme du crime. Les enquêteurs décident de remonter la piste du Beretta de calibre 22 qui a été utilisé pour tuer les amants. Un proche de la femme, quelqu'un de son entourage, devait posséder l'arme. La piste les mène à un voyou nommé Francesco Vinci, qui était également un amant de Barbara. C'était un machiste. Il aimait montrer sa virilité aux femmes. Francesco Vinci a une réputation d'homme violent. Les enquêteurs pensent tenir un suspect sérieux. Ils sont d'ailleurs en possession d'autres preuves qui confortent leurs soupçons. Quelques jours après les meurtres de Paolo Menardi et Antonella Migliorini, une voiture abandonnée a été retrouvée, cachée dans les bois. Son propriétaire a enfin été identifié. Il s'agit de Francesco Vinci. Il est temps de bâtir un dossier d'accusation contre lui. Mais alors que les carabiniers maintiennent leur suspect en détention, l'enquête prend cette fois encore une nouvelle tournure. Le journaliste Mario Spezzi se retrouve sur la scène d'un nouveau double homicide. J'ai arrêté ma voiture ici et j'ai vu les visages des policiers et des magistrats. Ils étaient sous le choc. Ils étaient persuadés de tenir le monstre, de l'avoir placé derrière les barreaux, qu'il s'agissait de Francesco Vinci. Les enquêteurs font rapidement analyser les douilles trouvées sur place. Aucun doute possible, le monstre court toujours et il a encore tué. 8 jeunes hommes et femmes ont été assassinés dans la campagne florentine. La police a suivi des pistes qui n'ont hélas mené à rien. Le monstre de Florence court toujours et il a encore tué. Deux touristes allemands sont retrouvés sans vie dans leur camionnette. Pour la seconde fois, le monstre a commis une erreur. Le policier m'a dit « Regardez à l'intérieur ». J'ai regardé. J'ai d'abord cru que c'était une fille, mais c'était un garçon avec de longs cheveux blonds. Il était très mince. Moi aussi, j'ai fait l'erreur. Les deux victimes sont deux étudiants, Willem Meyer et Uwe Rouch-Sens. Les enquêteurs pensent que le monstre a pris l'étudiant aux cheveux longs pour une femme. Ils pensent qu'en découvrant son erreur, il a perdu tout intérêt pour ses victimes. Sa motivation principale n'était pas la mort de ses victimes, c'était la mutilation de la femme. Le monstre de Florence a fait 10 victimes en 10 ans. Ces 2 dernières attaques ne lui ont pas permis d'opérer son rituel. Il ne commettra plus de telles erreurs. Pia Rontini, 19 ans, et Claudio Stefanacci, 21 ans, sont fiancés. Ils se sont rendus dans un endroit appelé La Boschetta. Comme ils n'étaient pas rentrés à minuit, leurs amis sont partis à leur recherche. Ils savaient où ils avaient leurs habitudes. Le jeune couple a été assassiné. Et cette fois, les mutilations sont encore plus sauvages. Le rituel est toujours le même.
Il découpe la zone génitale de la femme. Mais dans ce crime, il a également découpé sa poitrine. Florence vit dans la peur. Les jeunes couples italiens ne s'isolaient plus. Ils avaient peur. Dans tous les magasins, dans tous les bars, il y avait des affiches demandant aux jeunes d'éviter les endroits isolés, parce que c'était dangereux. Mais tout le monde ne comprend pas le danger. Septembre 1985. 2 touristes français, Nadine Moriot et Jean-Michel Cravegevili, passent leurs vacances en Toscane. Ils campaient dans les bois, près de Scopetti. Salut. Le monstre a tout de suite tué la fille. Le garçon a été touché à la main. Il a réussi à sortir de la tente et à s'échapper. Mais il a pris la mauvaise direction. S'il était parti de l'autre côté, il aurait rejoint la route. Au lieu de cela, il a fui dans les bois. Il a été rattrapé par le monstre qui lui a tranché la gorge. On comprend vite pourquoi le monstre a ciblé et tué les 2 touristes français. Il a tué 2 étrangers pour qu'on ne signale pas leur disparition. Il a alors envoyé une lettre anonyme à la procureure. Dans la lettre, il y avait un morceau de la poitrine de la femme. Cette lettre est un jeu macabre. Le monstre entend jouer avec la police. Il voulait que le bureau de la procureure reçoive cette lettre avant que les corps ne soient découverts. Ils auraient dû rechercher les victimes. Mais le plan du tueur ne fonctionne pas. Par chance, un promeneur parti cueillir des champignons a trouvé les corps quelques heures avant l'arrivée de la lettre. Il y a désormais 14 victimes. Les habitants de Florence commencent à perdre patience. Ils sont en colère, ils ont peur, et ils sont frustrés par cette enquête qui n'avance pas. L'opinion publique était très mécontente. La police et la justice étaient sous pression. C'était devenu le point noir du pays. Rien de tel ne s'était jamais produit dans l'histoire judiciaire italienne. La population réclame des résultats. L'affaire est donc confiée à la police nationale. L'inspecteur principal, Ruggero Perugini, est chargé de l'enquête. Nous avions un sentiment d'impuissance. La plupart des pistes avaient été explorées. Admirateur du FBI, Ruggero Perugini est déterminé à obtenir des résultats. Nous avons décidé de reprendre l'enquête de zéro. On s'en est tenu aux faits. Grâce aux nouveaux ordinateurs et à la nouvelle base de données de la police nationale, l'inspecteur décide de passer au crible les dossiers de tous les criminels de la région. Nous avons décidé de commencer avec la Toscane, afin de repérer les personnes possédant un dossier criminel qui étaient en liberté et ont donc pu agir aux dates des crimes. Les enquêteurs croisent les données géographiques et temporelles des crimes avec les dossiers des criminels enregistrés dans leur système. Un nom revient en permanence. Celui d'un violeur et d'un meurtrier qui vit au centre de la zone d'action du monstre.
Il s'appelle Pietro Pacciani. Il est marié et a 3 enfants. Il est fermier et son dossier est des plus intéressants. Dans les années 1950, Pietro Pacciani était fiancé avec la plus belle fille du village. Il l'a surprise dans une voiture avec un VRP. Il a retrouvé cet homme et l'a tué. Condamné, il passera 13 ans en prison. Il y a un détail de la retranscription de son procès de 1951 qui intéresse tout particulièrement la police. Pietro Pacciani aurait déclaré que la vue de sa fiancée, nue avec un autre homme, l'a poussé à tuer. La vue du sein gauche de sa fiancée dans les bras de cet homme a provoqué sa réaction. Se pourrait-il que Pietro Pacciani cherche encore à se venger des femmes pour cette trahison? L'inspecteur interroge le suspect. Il s'aperçoit rapidement que le calme paysan est un homme très intelligent. J'ai été impressionné par son intelligence, par sa faculté à me manipuler. Je suis ressorti de notre première rencontre avec l'impression qu'il correspondait au profil de l'homme qu'on recherchait. La police étudie de près le suspect. Pietro Pacciani a plus de 60 ans et souffre de problèmes de santé, mais il pense qu'il était tout de même capable de commettre les meurtres. On l'a observé. On a vu qu'il était capable de réaliser des choses qui ne sont généralement pas compatibles avec son état physique, comme porter un tronc jusqu'en haut d'une colline. On a découvert que c'était un homme très fort. Pas grand, mais très fort. L'inspecteur est persuadé de tenir le monstre, mais s'il veut le faire condamner, il doit trouver des preuves. La police réalise une perquisition approfondie de la maison du suspect. C'est la perquisition la plus longue que je n'ai jamais dirigée. 11 jours et 11 nuits pendant lesquelles on n'a presque pas dormi. La persévérance des policiers finit par payer. Ils trouvent un carnet à dessin qui pourrait lier le suspect à l'un des meurtres. On a été étonné de trouver ce type de carnet à dessin dans sa maison. On n'en trouvait pas en Italie. On a cherché à savoir où il avait été acheté. Il venait d'un magasin d'Osnabrück, là où les 2 jeunes Allemands avaient acheté leur fourniture de dessin. C'est une preuve accablante. Mais s'ils veulent consolider l'accusation, les enquêteurs ont besoin de lier le suspect à l'arme des crimes. Ils pensent que le pistolet de calibre 22, utilisé pour les meurtres, a été trouvé ou volé après l'assassinat de Barbara Locci en 1968 et qu'il s'est, d'une manière ou d'une autre, retrouvé entre les mains de Pietro Pacciani. Mais il semble impossible de le prouver. J'ai vu une lumière, le reflet de quelque chose de métallique. Jusqu'à ce qu'une douille soit retrouvée dans le jardin du suspect. On l'a extraite du sol et on l'a tout de suite envoyée à l'analyse. La police a conservé les douilles de toutes les scènes de crime. Francesco Donato a la charge d'analyser celle retrouvée dans le jardin du suspect. Si elle est identique, la police a trouvé le monstre. Elle correspondait parfaitement. La douille retrouvée dans le jardin provenait bien de l'arme qui avait été utilisée lors des crimes imputés au monstre de Florence. Les enquêteurs possèdent suffisamment de preuves pour poursuivre Pietro Pacciani. Son procès commence en avril 1994.
L'accusé clame son innocence. Le 1er novembre 1994, le verdict tombe. Au nom du peuple italien, la Cour déclare Pietro Pacciani coupable de tous les crimes pour lesquels il est poursuivi et le condamne à la prison à vie. C'est sous les huées que le condamné quitte le tribunal. Il va purger sa peine dans la prison de Sollicciano. Mais Florence est-elle réellement libérée du monstre? Le monstre de Florence, Pietro Pacciani, est derrière les barreaux pour 7 doubles homicides particulièrement sauvages. Mais la police a peu de temps pour savourer sa victoire. Des doutes surgissent. Ont-ils vraiment arrêté la bonne personne? Sœur Anna Maria Mazzari est visiteuse de prison. Elle s'est liée d'amitié avec Pietro Pacciani. Je crois en son innocence. Je ne le crois pas capable de tels actes. Il m'a parlé de la douille qu'ils ont retrouvée dans son jardin. Il affirme que quelqu'un l'a placée là. Il pense qu'ils l'ont piégée pour pouvoir l'accuser. Une controverse naît à propos des preuves retrouvées sur la scène du dernier crime, commis en 1985. Elle met en doute la culpabilité de Pietro Pacciani. L'attaque s'étant produite dans un lieu isolé, on n'a pas tout de suite retrouvé les corps. Plus le temps passe entre les événements qui ont provoqué la mort et la découverte des corps, plus il devient difficile d'estimer l'heure de la mort. La police affirme que les 2 touristes français, Nadine Moriot et Jean-Michel Cravecchvili, sont morts dans la nuit du dimanche. Mais leur estomac contient encore des traces du repas qu'ils ont pris le samedi soir. Certains affirment donc qu'ils sont morts le samedi soir. Déterminer si leur meurtre a été commis le samedi ou le dimanche est primordial. Si le meurtre a été commis le samedi, Pietro Pacciani a un très bon alibi. Il était à la fête du village où de nombreuses personnes l'ont vu. Les personnes qui ont procédé à l'autopsie ont conclu que leur mort remontait au dimanche soir, pas au samedi. Je peux comprendre la difficulté d'établir le moment précis de la mort, les corps étant dans un état de putréfaction avancé. Mais dans cette affaire, je ne suis pas d'accord avec mes collègues. Je pensais, et je pense toujours, qu'ils ne sont pas morts le dimanche, mais le samedi soir. Il existe également des zones d'ombre concernant la mort du jeune homme. Pietro Pacciani était un homme de plus de 60 ans. Il avait le cœur fragile. Il avait subi 2 ou 3 pontages. Il était bien portant et souffrait d'emphysème. Donc je l'imagine mal courir après un jeune homme qui faisait du sport. Grâce à ces nombreux doutes, Pietro Pacciani gagne son procès en appel. Mais les enquêteurs restent convaincus de sa culpabilité. On peut tout mettre en doute, ne rien croire. Mais le fait est que depuis l'arrestation de Pietro Pacciani, le monstre a cessé de tuer. La police n'accepte pas cette défaite. Elle effectue une nouvelle perquisition de la maison du suspect. On a trouvé la photo d'une femme dont le sein droit avait été marqué avec un stylo et dont le vagin avait été entouré.
Les enquêteurs cherchent de nouvelles preuves contre Pietro Pacciani. C'est alors que leur enquête prend un tour totalement inattendu. La police trouve des indices prouvant que leur suspect principal n'opérait pas seul. Deux de ses amis, Mario Vanni, un postier à la retraite, et Giancarlo Lotti, un vagabond, avouent avoir aidé Pietro Pacciani à commettre les meurtres. Ils ont avoué leur complicité. Leurs dépositions étaient crédibles. Elles étaient cohérentes avec les éléments trouvés sur les lieux des crimes. Les deux hommes sont déclarés coupables de 4 des doubles meurtres. Mario Vanni écope de la prison à vie. Et Giancarlo Lotti, qui a coopéré avec la police, d'une peine réduite à 26 ans de prison. La police pense que Pietro Pacciani a réussi à convaincre ses deux amis de le seconder. Il avait une personnalité très forte. Je n'exclus pas qu'il ait manipulé la plupart de ceux qui l'entouraient. Il aurait également pu manipuler d'autres personnes. Les enquêteurs sont déterminés à renvoyer Pietro Pacciani derrière les barreaux. Les condamnations de Giancarlo Lotti et Mario Vanni signifient qu'ils peuvent le rejuger. Cette fois-ci, ils sont certains de prouver qu'il était le chef d'une bande d'impitoyables tueurs. Mais quelques jours avant qu'il ne soit rejugé, on le retrouve chez lui, mort. Je suis entré chez lui et je l'ai trouvé au sol. On a emmené son corps à la morgue. J'ai réalisé l'autopsie. Les résultats étaient clairs. Il souffrait de problèmes cardiaques. Son cœur était à bout. Pour certains, la mort du principal suspect laisse l'affaire irrésolue et les questions sans réponse. Je crois qu'on ne saura jamais qui était vraiment le monstre de Florence. Après que l'enquête nous a menés à Pietro Pacciani, il n'y a plus eu de victime. Le monstre s'est tu. Nos soupçons étaient fondés. Je suis sûr à 100% que Pietro Pacciani était coupable. De nombreuses questions restent sans réponse. On se demande toujours ce qui a motivé ces crimes. En 2007, un nouveau suspect, Francesco Calamandrei, un chimiste, est accusé de faire partie d'une secte sataniste qui aurait commandité les meurtres du monstre dans le but d'obtenir des parties de corps pour des messes rituelles. Mais il est acquitté. Une seule chose est sûre. Le monstre de Florence a laissé une marque indélébile en Toscane. Et les enquêteurs qui ont travaillé sur cette terrible affaire ne s'en sont jamais vraiment remis. La violence infligée à ces femmes me fait encore faire des cauchemars. Je me réveille souvent la nuit avec ces images de corps mutilés dans la tête. Ce ne sont pas des choses qu'on oublie facilement.